Okay, well, hi everyone. It's Bonjour tout le monde, 11:32. on se trouve à 11h32 sur mon ordinateur, alors on va commencer la présentation. I'm going to On va tout commencer d'abord par share my screen. partager mon écran ici. So, hello everyone. Alors bonjour tout le For those who monde. don't know me, Pour my ceux name qui ne is me connaissent James pas, je Bradley. m'appelle Marshall I'm the Thibodeau Integrated et je Approach suis le Coordinator coordonnateur du in programme des the approches fondées sur la WWDC. nature au réseau I'll be environnemental your du host for this Nouveau-Brunswick. webinar Je today. serai votre animateur pour cette série de Rappelle webinaires. que l'interprétation simultanée est disponible. Si vous en avez besoin, choisissez l'icône zone appropriée. Simultaneous translation is available, so please select the appropriate interpretation Zoom icon on Encore the une bottom of fois, the screen. l'interprétation simultanée est You do not disponible. Si vous require en avez besoin, translation for choisissez today's l'icône training Zoom via the main appropriée. Si channel. vous ne nécessitez Also, a pas de reminder traduction, veuillez rester that ici both dans le material canal is being principal. recorded and shared with Aussi, un rappel que ce participants canal principal sera enregistré et of this partagé series. avec les participants à la I'd fin like de to cette start by série. acknowledging that I find Je tiens à myself in commencer par Washington, reconnaître D.C. que to je be me the trouve land aujourd'hui of the sur les Mi'kmaq, terres non cédées du but that peuple most of the Mi'kmaq, people here who are mais que la participating majorité des personnes qui virtually on participent this virtuellement à call, for cet the appel most se part, trouvent also find aussi themselves on the sur les unceded terres lands non of the cédées des Mi'kmaq, peuples Mi'kmaq, Wolastoqey, Wolastoqey et Passamaquoddy, Passamaquoddy, and ainsi que many plusieurs others. autres. The vast territory where I Ce sit vaste is also territoire, called Wabanaki. également appelé It's covered Wabanaki, by est the Peace couvert and par les Friendship traités de paix Treaty et that these amitié peoples que ces first peuples ont d'abord with the signés avec Dutch la crown in couronne britannique en 1726. 1626. The treaties were Ces not traités ne about the portaient pas sur la cession of cession de land or terres resources, et de but instead ressources, mais en recognized the fait claims reconnaissaient of plutôt these les people titres and de ces established peuples et rules établissaient les for règles what d'une was to be the relation permanent relationship permanente entre les between the nations. nations. I ask that we all take Je this vous invite à opportunity to profiter de cette reflect occasion on our pour relationship réfléchir with à notre the land relation and the avec la ongoing Terre et au process of processus continu colonization de and colonisation et de decolonization that décolonisation has a profound qui a impact un on the work impact of profond sur le travail des activists and militants et environmentalists. des The environnementalistes. concepts of two-eyed Les vision, concepts de vision à deux sustainability and yeux, de planning, and other planification sur cette forms of génération, ainsi que indigenous d'autres traditional formes de savoir knowledge traditionnels are autochtones essential to sont ensuring essentiels pour sustainable assurer un future for avenir humanity. durable à notre planète. Alors, bienvenue. So welcome everyone Comme- to this second in alors, a series bienvenue of à ce 4 deuxième webinaire webinars. d'une série de 4. Thank you for being here Merci with us d'être today. ici aujourd'hui avec And nous. thank you also to Un Patrick grand Murphy merci for his à Patrick interpretation Murphy, work, c'est moi pour mon and travail members of our d'interprétation, ainsi team, qu'autres membres de notre Paul équipe. Gregory On a from Paul Nature Gregory de Canada, Nature who helped Canada organize qui a aidé this à webinar organiser series, cette as série de well as Adam webinaires, Cheeseman with ainsi Nature qu'Adam NB. Cheeseman de Nature Our NB. technical helpers today, Les Eleanor aides Wilner techniques Fraser aujourd'hui, and Eleanor Amanda Wilner Fraser et Page, Amanda Page, provenant and all our du réseau speakers who have environnemental, made this ainsi que series nos possible. conférenciers qui ont rendu cette série possible. Thanks also to the New Brunswick Merci Environmental également au Trust Fonds en for making fiducie this pour event l'environnement du possible. Nouveau-Brunswick d'avoir rendu cet événement possible. For those who do not know Pour me ceux or qui ne where I connaissent pas mon work, lieu de travail ou the ne New me Brunswick connaissent pas, Environmental le réseau Trust was environnemental du established in Nouveau-Brunswick a été créé en 1991 and is a 1991 communication et network celui sert d'un connecting réseau de together some communication 100 reliant une nonprofit centaine environmental d'organisations organizations in the environnementales à but non province. lucratif de la province. Why is the Et NDN pourquoi le working on RENB conservation-based travaille-t-il sur les solutions? solutions climatiques They fondées help sur la nature? self-government Parce organizations, que ça met en valeur les especially organisations membres watershed et leur first travail, en nations particulier les in associations Kingston. de bassins versants et les groupes de citoyens. Also for nature-based Aussi, solutions to be pour effective, qu'une solution de nature soit communications and efficace, la cooperation with communication et la various coopération stakeholders, avec divers groupes, i.e. public, private, government, publics, must privés et be at the gouvernements, core of the doivent solution. être au cœur et au sein de And la finally, solution. nature-based solutions are not Finalement, only ces solutions ne sont pas cost-effective seulement and last rentables longer than conventional et grazing durables par systems, rapport aux but also infrastructures address grises health conventionnelles, mais elles problems and contribuent aussi sustainable aux livelihood. objectifs de lutte contre les changements climatiques et de développement durable. From the beginning of the Dès planning le of début de la this planification webinar de cette series, we série de wanted to webinaires, provide nous an avons souhaité instruction and proposer des informative séances session structurées et informatives that afin d'équiper les participants with the participants knowledge and avec les tools needed connaissances to et les outils successfully nécessaires implement pour nature-based intégrer solutions avec into their succès des communities. solutions fondées It sur aims la to nature dans educate leur participants on communauté. the benefits Cette and série a pour implementation objectif of d'éduquer les nature-based participants sur solutions, les avantages et la mise provide en case œuvre de ces studies and solutions, practical examples de of présenter des études successful de cas et des implementation of green exemples infrastructure concrets projects, d'intégration to réussie discuss de the projets financial, d'infrastructures vertes environmental, and et de social discuter des advantages of avantages nature-based financiers, solutions, environnementaux et including sociaux des avoiding solutions costs fondées sur la linked to nature, extreme weather notamment des events and coûts reduce évités liés aux liability événements risks. météorologiques With extrêmes et this la in mind, we réduction des developed this responsabilités. four-part online Et webinar dans cette series. optique, nous avons Welcome conçu again, cette série de Patrick. webinaires en 4 parties. Et alors, bienvenue à la deuxième So partie. today, Alors part aujourd'hui, two, la deuxième partie est centrée at this time sur, last week, à when ce temps la semaine passée, broadcasting lorsqu'on a
lorsqu'on s'est rendu à ce point-ci dans l'ordre du jour, j'ai présenté une petite présentation de 10 minutes à peu près sur les solutions climatiques fondées sur la nature et pourquoi ils sont importants. Nos deux présenteurs la semaine passée nous ont ensuite donné des exemples de bassins versants ainsi que la verdure sur les rues et les règles locaux et comment incorporer ça dans des exemples réels et de fondations dans le travail municipal et comment guider les projets d'infrastructure dans le futur. Alors aujourd'hui, avant de sauter dans la première présentation, je vais vous donner quelques autres exemples de solutions basées sur la nature pour qu'on puisse voir où ils peuvent être mis en œuvre. Ça ne va pas être une liste exhaustive, mais on espère que ça va vous donner une meilleure idée de ce qui existe. Alors, exemple que je voulais vous transmettre aujourd'hui, on trouve souvent ça dans le contexte de régénération urbaine. C'est fort probablement là où les solutions basées sur la nature ont commencé, ou au moins d'une grande partie. La base, c'est-à-dire, une des grands exemples, c'est le Chongyongjong Stream dans la Corée du Sud. Essentiellement, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont recouvert, ils ont repris un ruisseau sur lequel une autoroute a été construite. Puis plusieurs années plus tard, ils ont pu quantifier les bénéfices qui ont dérivé de ce travail. Et ces solutions à base de nature ont été comme rapidifiées après cette étude. Si vous voulez en apprendre plus sur cet exemple, regardez à Wikipédia pour ce projet, c'est très informatif et inspirationnel aussi. Plus d'exemples locaux. En Nouvelle-Écosse, un autre exemple de solution basée sur la nature et la régénération urbaine, c'est les initiatives de recouvrir. Alors, au lieu de démolir les vieux édifices, qu'on a beaucoup au Canada, et créer beaucoup de dégâts, c'est de créer une enveloppe qui peut être créée au-dessus de l'infrastructure existante. Alors, ça leur rend plus efficace et même leur pousse à net zéro souvent. Alors, ils ont reçu beaucoup de rétro positifs et ils cherchent à s'expandre au travers du Canada. Mais voilà un autre exemple de comment on peut incorporer des solutions à base de nature dans des projets de récupération urbaine. Aussi, on a des jardins communautaires et des fermes qui sont aussi importants, des projets pour adresser ceci. La première photo ici, c'est un jardin communautaire dans la ville de Shediac, pas loin d'où je suis. Celui du centre, c'est, je crois, à Boston. C'est des jardins de plafond, de toit, c'est-à-dire. Et le dernier, c'est sur une épicerie à Montréal. Alors, on doit regarder où peut-on incorporer la production alimentaire dans ces jardins et augmenter cette production domestique et peut-être chercher des opportunités pour y faire. Le forêt et végétation dans et autour des zones urbaines, très important pour adresser le changement climatique et le développement durable. On est chanceux ici où je suis situé. On a beaucoup de parcs naturels et des sentiers, mais l'importance de ces derniers peut être ressentie dans les situations urbaines et devrait être encouragée ou plus encouragée pour protéger plus de terre. Certainement, les solutions fondées sur la nature peuvent être développées pour des événements de précipitation. Je suggère ici peut-être qu'un des plus grands défis dans la gestion des précipitations, c'est les surfaces perméables qu'on a. Regardez autour, les autos, les routes, ce sont toutes imperméables. Et où cette pluie tombe sur ce toit, à un point, ça tombait sur la terre et s'était absorbé dans le sol. Et maintenant, ils n'ont pas ça. Et c'est ça qui taxe nos bassins versants et les systèmes d'égouts avec le changement climatique qui surcharge cette infrastructure. Alors, les surfaces perméables peuvent adresser ceci. On peut les incorporer dans plusieurs différentes zones, dans les stationnements, dans les sentiers, dans les rues même. Il y a différentes façons d'y faire. Ils fonctionnent dans l'hiver ainsi que l'été. Et ils peuvent être incorporés avec d'autres solutions. J'ai mentionné des jardins de pluie. C'est une des solutions qui peuvent être incorporés. On voit ici les photos du haut, c'est des exemples locaux au Nouveau-Brunswick.
Les trois en bas, je me souviens pas d'où ils viennent, mais ils sont très jolis. Je les utilise pour m'inspirer, de dire, écoute, on a besoin de penser au jardin de pluie de plus grand. C'est bel et bien de les avoir sur votre terrain, mais si vous ceinturez un grand projet d'infrastructure, encore avec beaucoup de surfaces imperméables, peut-être que les développeurs ou les municipalités devraient regarder à ce qui se passe avec toute l'eau. Est-ce que c'est géré ou absorbé sur site, sur le terrain, ou est-ce que ça se fait pousser à d'autres terrains? Il y a aussi les zones humides construites et ceci, ça prend le concept des jardins de pluie et ça le pousse encore plus loin en travaillant avec vos actifs existants que vous avez identifiés sur vos terrains. Si le développement est à ce point, les utiliser à votre avantage, en tenir parti et créer ces zones humides construites. Chaleur urbaine, certainement, les infrastructures vertes peuvent atténuer les vagues de chaleur, peuvent jouer un grand rôle. La verdure sur les murs et les toitures. On peut voir des photos ici, c'est de l'hôtel de ville à Sackville, le premier, le dernier. La première photo, je crois, c'est l'expansion de leur toit vert parce que ça fonctionnait si bien et le personnel l'aimait si tant. Et je pense qu'au centre, c'en est de un qui est en construction à Mount Allison, à Sackville. L'équité des arbres, c'est aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup. Ici, c'est Vancouver. C'est lorsqu'on établit un cible en matière d'équité arboricole sur votre territoire et on regarde où sont les arbres, plus nombreux et moins nombreux, et de cette façon-là, on peut prendre une approche plus en extraire plus d'informations à propos de l'état arboricole du terrain. Évidemment, il y a moins d'arbres dans les zones industrielles, mais il y a aussi moins d'arbres où les immigrants habitent. On a découvert. Alors, on arrive à l'histoire de l'équité en matière d'arbres et c'est un autre outil qu'on utilise pour la propagation et la promotion des exemples de solutions fondées sur la nature. Les inondations et l'érosion côtière, c'est quelque chose auquel on est plus habitué ici, dans les maritimes et au Nouveau-Brunswick en particulier. Nous avons des projets de côtes vivantes. C'est un projet que Serge va en parler plus tantôt, ou Serge, c'est-à-dire. On a aussi des exemples d'infrastructures dures. Cet exemple, c'est à l'île du Prince-Édouard et c'est avant et après l'ouragan Fiona. On peut voir qu'est-ce que ces types d'infrastructures peuvent faire, accomplir. On peut sauver des infrastructures, ça peut sauver des plages ainsi que les dunes et adresser le changement climatique aussi. Ça peut être utilisé pour introduire des plantes indigènes, renforcer les côtes encore plus. Il y a différentes façons d'adresser les côtes, dépendamment de comment sévère l'énergie des vagues se trouve à être. Et comme j'ai mentionné, des solutions hybrides peuvent être développées en conjonction avec les solutions vertes. Alors, ça, c'est les informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Juste quelques autres exemples sur les solutions fondées sur la nature et ce qui peuvent avoir l'air. Ce que je n'ai pas adressé ici sont les nombreux bénéfices que collaborer avec la nature peut nous amener. Les bénéfices que j'ai introduits dans la première présentation la semaine passée, tels que la mitigation du changement climatique, la réduction des hasards aux événements météorologiques, la réduction d'érosion, la rétention du carbone, valeur récréationnelle, production alimentaire, cohésion sociale, augmenter la biodiversité, il y en a beaucoup. On le sait toutes. On sait tous les bénéfices de respecter et de travailler avec la nature au lieu de travailler contre la nature, qui est probablement pourquoi on se retrouve tous ici aujourd'hui. Alors, ceci, ça m'amène à notre premier présentateur, Serge Larochelle. Serge, qui va nous parler un peu plus à propos de son projet et va démontrer comment une communauté a intégré des solutions fondées sur la nature dans ses projets d'infrastructure. Serge est passionné de l'environnement, originairement du Manitoba et maintenant résident au Nouveau-Brunswick. Serge est titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources naturelles de l'Université du Manitoba et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université d'Ottawa. Il a travaillé plusieurs années au sein du groupe de développement durable du pays de Cocagne dans les domaines de l'aménagement écologique et de l'éducation environnementale.
Il a récemment rejoint l'équipe de la communauté rurale de Beau-Soleil comme gestionnaire de l'environnement et du développement durable. Serge, je te passe la parole. Merci, Charles. Thank you very much. Merci, Charles. C'est vraiment mon plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'introduction et établir la scène pour savoir à quoi les solutions fondées sur la nature et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir et qu'est-ce qu'ils ont l'air. On va plonger plus profondément dans les côtes vivantes, qui est un projet de restauration littorale ici et notre approche. Et c'est les communautés de Cocagne, Beau-Soleil, etc., toutes les communautés rurales qui entourent. Beaucoup des communautés sont côtières et sur une réalité côtière. Alors, le changement climatique nous mène à l'érosion côtière qui mène ensuite à l'inondation aussi. Alors, c'est des défis et des problèmes auxquels qui prennent différentes faces et impactent différemment d'une communauté à l'autre. Et une approche de côte vivante, c'est une manière de regarder exactement ces deux choses. Comment peut-on protéger de l'érosion et comment peut-on mieux gérer les inondations qui viennent dans la région? Alors, ce type de projet a lieu depuis plusieurs années. Originairement, notre groupe nous a invités From Nature Heals en Nouvelle-Écosse pour établir la scène pour ces projets pilotes et les projets de démonstration. Alors, un tel projet a été mis en place dans le parc communautaire de Cocagne et c'est un site qui est très visible. Il y a le marina, il y a les sentiers, il y a une arena aussi. Alors, c'est généralement utilisé dans l'été par les citoyens. Et les gestionnaires de ce site étaient concernés avec l'érosion, les sédiments, les bassins des stationnements ou le runoff des stationnements et aussi les impacts sérieux au cours des 5 dernières années. Trois événements météorologiques très sévères ils ont causé du dommage dans les infrastructures. Alors, l'intérêt ici, c'était de regarder un site avec une approche côte vivante aurait un impact important. Et prochain diapo, s'il vous plaît. Une approche qu'on a regardée, c'est la situation de faire guérir les côtières. Et Nature Heals nous fournit l'information et gère. Ils font un inventaire du site, quel type de technique pourrait être utilisé. Et ensuite, une équipe de travail communautaire a été organisée. Alors, pour ce site spécifique, au cours de 2 jours, il y a 40 participants. Ça a vraiment transformé le site. Alors, pour avoir un si grand nombre de gens qui ont travaillé ensemble en collaboration sur ceci, ça a vraiment donné un sens de communauté profonde et ça crée une énergie et un enthousiasme prononcé. Ça démontre qu'avec un travail consistant, on peut transformer un endroit avec très peu de temps. Juste donnant quelques exemples de sites spécifiques au parc communautaire ici. Alors, la prochaine diapositive, on va voir la transformation de qu'est-ce qu'était un swale à un jardin de pluie. Alors, on voit ici l'état auparavant. Ça a été installé au parc communautaire. Et c'était un des courants qui allaient du stationnement direct au quai. Et donc, un jardin de pluie ou un bioswale a été installé dans l'endroit ici, particulièrement en regardant le contrôle des sédiments. C'est au cours d'une période de 24 heures de pluie prononcée, depuis l'installation de l'infrastructure, a vraiment aidé à absorber et à ralentir l'eau avant d'atteindre le bassin. Et on voit ici que maintenant, il y avait une sédimentation, problème de sédimentation assez prononcé dans la région, mais on voit que la pluie peut être une des sources principales de l'érosion, même jusqu'à 60% de ces forces peuvent provenir de la pluie. Alors, on voit maintenant que la sédimentation a été réduite de façon significative. Sur le même site, au parc communautaire, le prochain site, c'est une approche hybride. Un mur de roche, il a été installé
l'érosion avait déjà commencé, on le voit sur la côté à gauche. Et au lieu d'ajouter plus de roches, une approche, c'était d'utiliser l'approche de code vivant et de naturaliser l'espace. C'est pour ça qu'on appelle ça un système hybride, en travaillant avec les roches déjà installées, incluant des choses comme remplir des sacs avec des sols, ajouter des plantes indigènes et insérer ça dans les cracks entre les roches. Et ça donne la stabilité et ça donne le temps aux racines de vraiment se plonger profondément derrière les roches et s'installer de façon permanente. Et on ajoute toutes sortes de résidus, puis ça aide à renforcer le sol au cours du temps. Et ça crée une zone de protection entre. Il y a de l'herbe aussi qui a été utilisée, puis ça aide aussi à garder les choses en place. Et éventuellement, l'objectif ici, c'est de regarder de construire les matières organiques pour que les réseaux de racines puissent protéger et couvrir ces roches. Il y a un site séparé au Marina que je crois qui est à côté du parc communautaire et on a organisé une équipe de code ici. Il y avait des problèmes avec l'érosion selon le leach field, je ne connais pas la traduction, et là aussi, c'était le site où on a identifié comme étant important pour fournir de la protection quelconque en termes d'érosion et d'inondation. Alors, prochaine diapo. Nous allons voir les participants à cet atelier de 2 jours. Alors, une session de mentorat de formation, comprendre les différentes techniques, savoir plus en termes de créer l'inventaire, et se rendre au point de se salir les mains et la mise en œuvre de ces techniques. La prochaine diapositive va nous démontrer une composante majeure, une infrastructure qui a été installée, une clôture en fascine assure une zone tampon et les branches provenant de différents arbres, même le bouleau. Et ça protège. La première chose que ça fait, c'est que ça fournit pour les zones de protection autant des inondations provenant de l'océan que des inondations de pluie. Alors, au-dessus de 300 pieds de clôture en fascine a été installée et les plantes ont été ensuite plantées derrière ceci. Des herbes de côte indigènes ainsi que des diverses plantes indigènes. Et un autre bénéfice de ceci, où l'objectif principal était de contrôler l'érosion, on espère protéger contre l'érosion. On voit ici que la restauration des habitats fait aussi partie, et c'est un des résultats et des bénéfices de ce type d'approche. Alors, même chose avec les oiseaux côtières. Il y en a qui ont été leurs habitats ont été ajoutés par exprès, puis il y en a d'autres qui ont eu lieu naturellement en leur fournissant les propres habitats et les propres protections. La prochaine diapositive va nous montrer la clôture encore et comment les plantes ont vraiment grandi et renforcé la région. Alors, il y a un programme de surveillance qui a été mis en place qui nous aide à déterminer le protocole, puis ça inclut mesurer les dépôts de sol, ça mesure la quantité de plantes dans les différentes zones. Et après 3 ans de données, ça nous aide à avoir un sens de comment de protection est en fait offerte par ceci et peut-on commencer à avoir un sens de l'importance de biodiversité dans ce type d'approche. Et dans le long terme, ce site naturalisé vraiment aide à réduire l'érosion autour de ce champ, de ce leach field. Et c'est une mesure d'épargne importante due à cette approche. On voit aussi une des grandes questions en termes d'érosion sur la prochaine diapositive, c'est si la clôture n'était pas là, est-ce que l'érosion aurait été accélérée ou ralentie? On voit par l'image ici les bénéfices et l'objectif à la droite. On voit la clôture qui retient le sol, ça fournit de l'espace pour des nouveaux plantes. Alors, en termes de changer de vitesse un peu, qu'est-ce que ça signifie pour les municipalités? Alors, quand les municipalités s'intègrent à supporter ces types de projets, et une façon majeure, c'est en faisant la promotion et rassembler les événements communautaires, les engager. Et c'est une bonne manière
de créer une capacité locale et de renforcer les projets. Alors, on avait des groupes de bassins versants et d'autres organisations dans la région pour nous aider et peut-être leur donner un sens de ce qu'ils auraient besoin dans leur région. Et les citoyens participaient, les gens qui étaient déjà intéressés à chercher des alternatives, ou peut-être des murs de roche. J'ai vu même des voisins qui ont fait des installations semblables ou cherchent des alternatives. Alors, ces types d'ateliers, dans certains cas, sont suffisants pour que les gens abordent ces tactiques et stratégies par eux-mêmes, chez eux. Dans d'autres cas, ça crée des conversations entre des compagnies de terrain et des propriétaires de terrain. Alors, la promotion, ça donne un support. Et y a-t-il une capacité d'entreprendre des projets de code vivant dans la région? Alors, on voit une augmentation significative dans ce type de demande. Et finalement, travailler avec les organisations à but non lucratif, les organisations de bassins versants, particulièrement dû à cette opportunité d'apprentissage, ainsi que le réseautage qui ont été créés et maintenus par ces organisations. Alors, ils ont construit un certain niveau de confiance avec les populations et avec les résidents. Et ça fournit une excellente opportunité de propager le mot, pour commencer des projets pilotes et d'avoir des résultats et des leçons apprises. Alors, on observe ces bénéfices et aussi des messages à sortir d'ici avec en termes d'autres municipalités qui sont intéressées à regarder à des projets de code vivant pour leur propre région. Définitivement, faites la recherche pour une consultation initiale et notre avis provenant des organisations telles que Helping Nature Heal. Il y a plusieurs différentes approches et Nature will help you heal va vous aider avec l'efficacité de votre choix de tactique qui devrait être utilisée dépendamment du site. Comment l'énergie va venir des vagues et des marées ou des tempêtes. Et contrairement à la pluie, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive naturellement dans la région qu'on peut augmenter? En même temps, renforcer les habitats naturels. Et définitivement, ce qu'on aime voir, c'est maintenir la capacité à tout niveau de gouvernement en termes de leurs approches et comment mettre en place des codes vivantes et d'autres solutions basées sur la nature. Mais à la fin de la journée, ce qu'on commence à apercevoir le public et les municipalités commencer à entreprendre ces types de solutions, c'est en travaillant sur les côtes et commencer à comprendre les dynamiques qu'on va trouver et découvrir, qu'on va trouver des approches avec succès, les améliorer au fur et à mesure, comme les changements continuent à avoir lieu. Alors, j'avais une dernière diapositive là, qui regardait juste les différents partenaires. Juste après celle-là. Et l'importance de travailler ensemble. On voit ici la liste de partenaires. Alors, merci pour l'opportunité. S'il y a du temps pour des questions à la fin des présentations, je serai très content de les répondre. Merci Serge. J'ai manqué mon cue sur la diapositive. J'ai multiplié l'écran en marche. Ah non, il n'y a rien là. Merci beaucoup. Alors, merci pour ça, Serge. Si on a du temps à la fin de notre prochaine présentation, on va demander ou permettre des questions des membres de la foule. Alors maintenant, j'aimerais souhaiter le bienvenu à nos prochains présenteurs. Alors, Serge nous a démontré comment une municipalité peut adopter une solution à base naturelle. Alors, nos prochains vont nous parler comment plusieurs municipalités peuvent se joindre en réseau pour créer des solutions. Alors, on a deux présenteurs. Nous avons Zachary Burrows ainsi que Jonathan Sharp. Zachary Burr est directeur exécutif de la Stewardship Association of Municipalities depuis 2022. Il a une vaste expérience dans la conservation des espèces et de leurs habitats en Atlantique. Après avoir reçu un baccalauréat en art avec spécialisation en histoire de l'Université d'Ottawa, Zach a commencé dans l'industrie environnementale comme un horticulturiste et après
a reçu un diplôme de pêche et de... Coastline to the Avalon Peninsula. Je m'excuse, j'ai manqué ceci. The Rocky Tablelands of Newfoundland's West Coast. Et du côte ouest de Nouvelle-Écosse jusqu'aux côtes de Nouvelle-Écosse, Zach a pratiqué la conversion au travers de Terre-Neuve et à travers du Canada de l'Atlantique pour plusieurs espèces et leurs habitats. On a aussi Jonathan Sharp. Lui est un écologiste d'habitat au sein de la division de la faune de Terre-Neuve et Labrador. Depuis 2007, il est également coordonnateur provincial du programme Eastern Habitat Joint Venture à Terre-Neuve et Labrador aussi. Et leur programme, c'est travailler avec les conseils municipaux sur la conservation des habitats naturels trouvés dans les zones de planification des municipalités. Le province entre en partenariat très proche avec ces associations et incorporé sur la mise en œuvre de ce programme. Alors, je crois que Zach va débuter. Alors, je te passe la parole. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je partage mon écran. Est-ce que tout le monde peut le voir? Oui. Excellent, merci. J'adore les pouces. Et tout le monde peut m'entendre. Je prends pour acquis parce qu'on a donné des pouces. Alors, je suis ici aujourd'hui. Moi, je suis Zach Burrows. Je suis le directeur exécutif de Stewardship Association. Avec moi aujourd'hui, c'est Jonathan Sharp, qui est le biologiste provincial de faune. Alors, on va expliquer le programme en soi-même. Jonathan va expliquer sa conception, pourquoi ça existe. Et pourquoi le programme d'intendance municipale existe et comment la mise en place a lieu et pourquoi l'association existe et pourquoi on supporte ce programme. Et donc, John, si tu voulais juste commencer ici. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde. J'apprécie l'opportunité de jaser avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler un peu à propos de notre approche. Gardez en tête qu'il y a plusieurs approches à ceci et juste un peu à propos de notre historique et comment on se retrouve où on est. Alors, Zach, c'est toi qui vas faire passer les diapos? Oui, allons-y. Prochain. Yes, I am. Oui, je suis. J'ai juste à trouver le bouton. Ah, il a fait le mauvais bouton. Tout le monde des petits problèmes techniques. Bon, voilà. Like Charles, I am also. Comme Charles, je suis pas si connaissant technologiquement. C'est un peu apparent. Can we see it now? Pouvez-vous le voir? Oui. Alors, je me souviens d'aller aux conférences de stewardship quelques années passées. Les gens disaient que le gouvernement était impliqué dans la conversation et l'intendance des habitats et les gens étaient impressionnés par ça dans le temps. Moi, je ne réalisais pas le contexte de ceci et je disais, oui, on est. On aime définir ce qu'on est impliqué dedans parce que une partie du casse-tête, c'est avoir un sens de la racine de notre approche. Alors, en travaillant avec les conseils municipaux, eux comprennent beaucoup et parlent beaucoup à propos des intendances économiques. Et alors, on a défini ça, je pense que le dictionnaire le définit comme étant la gestion intensive et responsable de quelque chose qui est confié à une personne ou un groupe. Et on a la tendance à voir des photos comme ceci quand on pense à l'intendance ou la gestion. Et moi, j'ai tendance à percevoir ceci en termes de mes enfants, en termes de l'intendance. Et lorsqu'on parle des municipalités, souvent, c'est ça que les conseils municipaux pensent aussi. C'est une des raisons primaires qui sont impliquées, c'est leurs enfants. Voilà. Tant qu'à pourquoi ils font ce qu'ils font. Et on a découvert que ça résonne beaucoup avec les conseils municipaux et le personnel, les gens comme vous aussi, Serge, en termes de pourquoi vous êtes impliqués dans ce que vous faites. Alors, prochaine diapo. Alors, ceci, c'est une partie du habitat de l'Est et vous avez entendu de mon introduction que en 1989, le Canada s'est vraiment impliqué dans ceci et du moins la côté Est qui inclut le Nouveau-Brunswick, on a ciblé initialement, puis ça demeure
toujours sur les zones, les terres humides. Est-ce qu'on peut faire revenir les sauvagines et les canards? On essaie de ramener la population sauvagine à ce que c'était dans les années 70. C'était l'historique un peu. Les choses ont évolué un peu. Et dans cette province, on se demandait, alors je devrais reculer un peu et dire beaucoup des parcs et certainement les provinces maritimes et la majorité du Canada de l'Est, beaucoup des programmes joints impliquent creuser des trous et construire des hasards. Alors, on essaie de faire la restauration des zones humides qui ont été perdues. Et dans cette province, nous n'avons pas expériencé beaucoup de pertes. On se remercie. On a perdu beaucoup de zones humides, mais pas à l'échelle qui a eu lieu, disons, en Nouvelle-Écosse ou l'île du Prince-Édouard en particulier. Alors, on reconnaît aussi notre réalité, c'est que nous avons 70 de notre terrain de couronne. Alors, ce qu'on regarde en termes de s'impliquer, on reconnaît que il y a des gens qui estiment comme étant plus haut. Il y a aussi l'appartenance coopérative aussi, mais ça nous donne l'opportunité, ou l'opportunité existait pour la province, comme le propriétaire, si vous voulez, d'avoir un rôle significatif dans la conversion des habitats et l'intendance. Alors, c'était l'approche qu'on a prise. Encore, notre perte historique, c'était pas aussi prononcée que d'autres provinces comme l'Ontario du Sud. On a entendu des estimés jusqu'à 90 de pertes pour eux. Évidemment, tel que le reste du Canada atlantique, nos résidents demeurent principalement dans des municipalités. On n'a pas de comté dans cette province. C'est là que la majorité de pression de développement demeure et il était au travers de la province. C'est certainement là où la perte des zones humides a lieu, dans des petits habitats parfois non remarqués. Alors, encore une fois, cette histoire de deux gouvernements, on reconnaît que les municipalités dans la province est un autre corps avec la juridiction sur les terrains. Avec la couronne, les municipalités ont une juridiction en termes de la gestion de ces terrains à travers de leur programme de conservation, leurs plans municipaux, c'est-à-dire. Et très peu d'entre eux, dans cette province, par exemple, Serge, c'est intéressant d'avoir ton titre. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi dans cette province. On est chanceux si qu'on a une greffière à temps partiel dans nos municipalités. Alors, dans la majorité des cas, ils n'ont jamais pensé à la situation au niveau municipal qui pourrait contribuer à la gestion des actifs, des solutions basées sur la nature. Mais il arrive qu'on commence à faire ceci. Alors, cette reconnaissance que les deux juridictions pouvaient, à la fois la couronne et les municipalités, il y avait un chevauchement sur les terrains et c'est les deux organisations principales nous ont menés où on est. C'est possible dans d'autres provinces, cette coopération, collaboration de ces deux niveaux de gouvernement, ça aurait peut-être avoir une différente allure. C'est certainement possible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le concept, c'était on voulait créer un programme d'intendance d'habitat naturel qui existe toujours aujourd'hui. Je suis impliqué dans l'historique de ceci et je suis très content de faire partie, à continuer de faire la mise en œuvre. Alors, encore une fois, on a travaillé avec les municipalités, on identifiait des endroits spécifiques et dans plusieurs cas, les municipalités font la gestion des terres dans les frontières de planification municipale. Et dans beaucoup de ces cas, ils ont été rédigés sur la base de leur bassin versant, alors reconnaître où coule l'eau. Et dans beaucoup de cas, ils géraient beaucoup du terrain, en d'autres mots. Un bassin versant peut être un immense territoire, particulièrement dans cette province. Alors, il y a une reconnaissance qu'ils peuvent jouer un grand rôle dans ceci. Alors, ce qu'on fait formellement, on travaille avec eux pour signer une entente entre la province et la municipalité, les deux propriétaires, si vous voulez, de ces terrains, les gestionnaires et les intendants, cherchant à conserver les zones importantes qu'on identifie là-dedans. Ça a pris plusieurs formes au cours des années. C'est notre historique, c'est dans les zones humides, les canards. On fait toujours ça, mais au cours des années, certaines de nos municipalités sont selon la côte. On a commencé à regarder les zones côtières, on a commencé à regarder les espèces à risque, leurs habitats, quel type d'habitat de conserver en termes, disons, de saumon de l'Atlantique, des rivières, des ruisseaux,
quelles espèces à risque sont trouvées là. Et ça a évolué beaucoup en termes de ce qu'on pourrait considérer, en guillemets, important. Important dans ce dernier point, on ne devrait pas sauter ceci, mais on cherche à engager les communautés. Alors, on signe une entente, un certain contrat, et on dit que cet endroit est important à nous deux. On est en accord de conserver ceci. À la suite, c'est pas la fin de la tâche. On ne va pas à la maison à ce point-ci. Là, on cherche à engager la communauté dans des projets tels que l'éducation en termes d'habitat, la restauration et l'amélioration. Beaucoup de ces projets, tels que Serge a décrit, sont excitants de voir. Il y en a plusieurs qui sont plus avancés que nous, mais au fur des années, nous avons expérimenté plusieurs différentes solutions et différentes communautés qui nous disent, nous sommes une communauté de conservation, on est impliqué dans l'intendance et on supporte ceci. Le résultat, c'est l'engagement des conseillers, des résidents impliqués dans ces projets, engagés dans ces projets. Et ça a été un des aspects les plus excitants d'être impliqué dans ceci. C'est ce qui vient en dehors des ententes formales, qui conservent un certain nombre d'hectares d'habitat ou les actifs naturels, si vous voulez, ou la séquestration du carbone, peu importe. C'est probablement l'aspect la plus importante et on dit souvent que c'est l'aspect la plus puissante de tout ce qu'on appelle l'intendance. Et je pense que j'en ai un dernier ici. Alors, c'est quoi cette entente? On peut voir ici à la fin de la journée une cartographie, un polygone qui identifie une zone de conservation. On a signé la première entente en 1993. Il y en a au-delà de 50 dans la province maintenant qui sont impliqués. Au-delà de 70 000 acres d'habitat naturel. Et on a eu un succès prononcé. On a pensé de faire ceci au-dessus de 85% des gens dans la province habitent dans une zone de conservation et au moins la moitié de ces ententes ont été re-signées. Et à ce moment-là, on a fait une expansion du territoire couvert par ces ententes initiales. Ils ont revenu à nous autres et ont dit, écoute, hey, c'est excellent ceci, on veut inclure d'autres zones dans cette entente. Et au fur et à mesure, une des choses importantes à propos de faire ceci, c'est de la gestion des développements futurs en partenariat avec la municipalité et les terres de couronne. On peut ensuite influencer comme un partenaire mutuel pour la municipalité ainsi que la province et le développement. Et l'entente, essentiellement, c'est l'intention de zonage. Alors, la municipalité est en accord qu'on va zoner cet habitat comme étant protégé, conservé, peu importe le langage qu'on utilise, et on veut un zonage approprié. Ensuite, les partenaires font la gestion de ces terrains en utilisant ce zonage. Et on leur rappelle que c'est une entente entre les municipalités, etc., etc. Est-ce que c'est tout pour moi, Zach? Non, je pense que c'est tout. This is a nice segue now. Ça, c'est la transition ici. Si tu veux prendre cette dernière diapo, et je pense que... Alors, l'association de stewardship, on existe. On est une organisation à but non lucratif qui est au travers de la province, qui existe du Labrador à l'autre bout de Terre-Neuve. Et on est une organisation à but non lucratif qui supporte nos membres nos municipalités qui ont signé ces ententes. Alors, les municipalités signent l'entente entre la province et la municipalité. Et c'est une déclaration formelle de leur dévouement, comme John a dit, à travers des planifications municipales, zonage, leur plan stratégique, règlement de développement. C'est une entente. Et nous, comme une organisation, on est là pour leur supporter dans l'intendance dans ces zones et la conservation dans ces zones. Et John, c'est souvent les supports indirects qu'on est capable de fournir, sachant que les municipalités à Terre-Neuve et Labrador, particulièrement aux zones rurales,
ils éprouvent un défi avec des problèmes de capacité. Alors, c'est une manière pour nous, comme organisation, de supporter ces municipalités dans leurs efforts de conservation, dans leurs zones importantes qui sont, mais aussi l'engagement de leurs citoyens dans ce concept. Alors, je vais juste retourner à l'arrière ici. Les buts de l'entente, c'est de donner de la puissance aux communautés, de prendre la responsabilité de protéger leurs habitats naturels dans leur juridiction et leur aider à identifier ces zones. Mais là, ils ont la puissance de faire ceci à travers de l'entente et cette entente serait incorporée dans leur stratégie et nous engager. Ensuite, on assiste ces communautés à identifier ces actifs naturels importants qui sont ensuite utilisés comme des actifs naturels en termes de leur valeur monétaire redonnée à l'économie, redonnée à la communauté. On fait l'entretien et on augmente l'utilisation de la faune dans ces zones à travers de l'action. L'action, c'est protéger ces zones et l'intendance, c'est de surveiller tout en incorporant le plan municipal et la gestion de ces zones. C'est l'action. Et l'éthique en sort de notre éducation et le fait que c'est une déclaration publique provenant de ces conseillers, des officiaux élus dans leur ville, le personnel. Alors, c'est public, une reconnaissance publique que la ville dit, écoute, c'est des zones importantes, on tient ça à cœur et on veut s'assurer qu'ils sont là pour des générations futures, pour nos enfants, les futurs résidents. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une organisation à but non lucratif qui travaille à supporter nos 50 municipalités. Pour faire ceci, on a notre site web, on a notre profil ici. On a un profil de tous nos membres qui démontre leur zone conservée. Et sur la carte, ça va démontrer la biodiversité conservée dans cette région, fournir une réflexion tant qu'à pourquoi c'est important. Et donc, on a leur profil sur notre site web. On fait la promotion à travers des médias sociaux. Il y a des ressources éducationnelles sur le site. Il y a des sources de financement. Alors, c'est un avenue dans lequel on est capable de supporter nos membres juste en leur fournissant avec cette avenue pour l'engagement. Nos partenaires de financement, c'est ces gens ici qui financent nos travaux. Comme John a mentionné, notre fondation, c'était dans les terres humides, mais au fur et à mesure, on a réalisé qu'il y a plusieurs municipalités qui ont besoin d'une différente approche. Eux cherchent à supporter la conservation de toutes leurs frontières, non seulement les terres humides, mais les terres côtières, les forêts. Alors, c'est important d'être holistique dans notre approche. Les habitats de saumon, les rivières importantes pour le saumon ou les espèces à risque, leurs habitats. Alors, on est en position d'identifier différentes régions, des terres humides significatives. On approche les municipalités, ceux qu'on trouve qui ont des zones d'habitat importantes et on les identifie comme étant importantes ou eux nous approchent basés sur leurs besoins. Ils nous disent, écoute, on a des terres humides importantes, on veut faire quelque chose pour les protéger. Que peut-on faire? Quelles options avons-nous? Alors, ça démontre que c'est pas une espèce ou un type d'habitat, c'est vraiment approcher la municipalité en entier et leur supporter dans leur but, dans leur modèle de conservation et d'intendance. Alors, c'est quoi nos rôles primaires? On va continuer. C'est vraiment d'amener ces deux entités ayant la juridiction ensemble et disant oui, on est un accord, ces terrains sont importants, la province le reconnaît, la municipalité le reconnaît. Et là, par la suite, la gestion de ces terrains ensemble. Mais là, ensuite, on engage ces conseillers, on engage le personnel. Alors, c'est non seulement un message qui sort à un individu, mais c'est supporter le conseil et leur compréhension de pourquoi c'est important à travers l'engagement et l'intendance de protéger ces actifs naturels et ensuite de supporter leurs membres à faire de l'éducation au public, aux groupes scolaires, les gens dans l'école, les conseillers dans l'école ont des gens qui ont des étudiants à l'école. Alors, ils ont des influences directes, indirectes à engager ces gens. Eux découvrent à travers de ce processus d'engagement. Alors, il y a toujours des conséquences positives indirectes dans la communauté, peu importe, tout attentat d'éducation a un résultat important. Comment ça rend bénéfice à une communauté? Ça s'assure que dans 50 ans, on peut revenir à cette zone sur la côte, qu'il y a des sentiers qu'on peut apprécier et retourner à cette zone naturelle parce que ça a été géré pour la durabilité à long terme. Ça donne un sens de fierté communautaire
On met en relief le profil en faisant des marches, en amenant la capacité à ces zones et démontrer comment beau que c'est, la beauté naturelle. Évidemment, il y a l'aspect écotourisme et c'est quelque chose qui est plus un mot-clé dernièrement et même les actifs naturels. Pour nos municipalités, c'est de l'argent, ces zones humides, et certainement, on reconnaît cette valeur de cet actif écologique ou cet actif naturel. Et même dans ça, c'est pas la motivation directe qu'on essaie de vendre. Il y a aussi l'écotourisme. Il y a plusieurs bénéfices, la valeur récréationnelle, les bénéfices de santé mentale, de vraiment de se plonger dans la nature. C'est des bénéfices qu'on est capable de fournir, mais c'est certainement pas la principale. Mais aussi augmenter la capacité pour les petites villes. Il y en a certains de nos municipalités, il y a une greffière à temps partiel. Alors, comment est-ce qu'on va gérer les taxes, les déchets solides à l'addition de l'intendance et l'engagement communautaire? Alors, c'est ici qu'on supporte la municipalité. On fait l'engagement pour eux parce que souvent, c'est ce travail de support qui va améliorer la capacité de ces municipalités. Alors, on a des stratégies, comment on fait ceci. Je sais que j'ai 3 minutes de reste ici. Alors, il y a diverses stratégies. Il y a l'engagement, on essaie des stratégies de communication, la restauration des habitats humides, on organise des nettoyages communautaires, des réseaux de sentiers, des signes interprétifs. Alors, on peut ôter des événements de planter des arbres. On aide à développer ces initiatives dans les municipalités qui ne l'ont pas ou on les suggère, ces idées potentielles pour la mise en place. Alors, c'est vraiment l'important, c'est d'engager la communauté, leur sortir, vraiment s'intégrer dans les projets. Je pense que, comme John a dit, c'est quelque chose qu'on veut vraiment. La force de cette entente, c'est engager la communauté. Et commençant non seulement du public, mais vraiment les leaders dans la communauté. C'est ceux qui prennent les décisions de gestion sur les terres, les personnels qui font le zonage, c'est qui les conseillers qui prennent les décisions. Tu sais, dans 50 ans, c'est supporter ces gens qui vont être dans ce rôle et dans cette prise de décision environnementale et leur influencer pour qu'il y ait un bénéfice plus prononcé à la communauté. Alors, on fait l'engagement, on a des réunions biannuelles où on aime faire rentrer nos membres, les rassembler. Et dans chaque municipalité qui ont signé l'entente, est un membre de l'association et il désigne aussi un représentatif pour nous parler, pour faire la liaison avec nous, ainsi que leur ville. C'est un rôle important, c'est une relation directe qu'on a avec le personnel, avec cette municipalité, et eux assistent à ces réunions biannuellement où on se réunit. Une fois au printemps, c'est formel, on essaie d'avoir la participation de toutes nos municipalités. C'est une session d'apprentissage, comment différentes municipalités, comment ça marche dans diverses régions, comment les autres zones fonctionnent. C'est une manière d'apprendre, de partager des histoires de succès, mais aussi des défis que les municipalités éprouvent. Et ces conversations sont ceux qu'on peut partager des influences. Les leaders peuvent partager leurs idées les uns aux autres et croître le mouvement. Et ce type de pensée, d'intendance parmi ces leaders au Terre-Neuve rural, même au travers de Terre-Neuve et Labrador. Alors, je pense que ces réunions sont très, très importantes. C'est en personnel pour que les gens se rassemblent, ils discutent de leur conservation, leurs efforts dans leur municipalité, mais aussi les bénéfices et ils apprennent des autres. Alors, il y a l'engagement éducationnel, partager les idées, les succès, mais c'est aussi supporter ces conseils municipaux et les leaders qui n'auraient peut-être pas nécessairement des avenues de support à autre part. C'est vraiment construire cette éthique, ce système de pensée, une tendance, que ce qu'ils font, c'est important pour leur région, et ensuite extrapoler ça au niveau de la province en entier. On ne fait pas ceci seul, évidemment. Nous sommes un membre de Eastern Habitat Joint Venture, le plan conjoint des Habitats de l'Est. On est partenaire dans là. Et il y a d'autres partenaires dédiés à ça.
qu'on travaille avec et on met en relief leurs efforts. Oiseaux Canada, Ducks Unlimited, etc. C'est tous des partenaires communautaires qu'on travaille avec. Ils travaillent au travers de la province, que souvent on défère ou on leur intègre dans la conversation parce qu'eux sont les experts, disons, dans les oiseaux ou dans les canards ou dans les bassins versants ou les terres humides. C'est vraiment intégrer ces experts dans la conversation, s'assurer qu'eux supportent les municipalités et travaillent en conjonction avec les municipalités, avec leurs efforts. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, mais je vais laisser ça pour Charles et je vais arrêter de partager mon écran. Merci à vous deux. C'était très informatif. J'ai une question rapide. Est-ce que tu as dit 15 communautés ou 50? 50. Alors, on a commencé en 1993 avec Bird and Gander, ces deux villes. Et en 30 ans, on est rendu à 49 municipalités et un district rural. Mais il y a 50 communautés qui ont signé ces ententes en 30 ans. Et pour moi, ça en soi-même, c'est une démonstration de... Il y a 280 municipalités dans notre province, alors il y a du chemin à faire, mais on est de côte à côte et on reflète à la fois les petites et les grandes municipalités. Dans 30 ans, ils ont été capables de croître de 2 à 50. Ça démontre l'intérêt et les bénéfices qu'en dérivent ces communautés pour la capacité et tout ça. Oh, c'est très impressionnant. Je sais qu'ici au Nouveau-Brunswick, la majorité des petites municipalités, ils ont dû se redéfinir sur les côtes. Et c'est là que sont la lacune dans les ressources. Et aussi, c'est eux qui sont sur l'avant-scène pour le changement climatique. Alors, ils ont besoin de ce type d'association pour leur aider. Je pourrais parler toute la journée à propos de ceci. Je pense que c'est un outil approprié qui travaille à Terre-Neuve. Alors, ça pourrait travailler dans les autres provinces. Il y a des nuances, des différences, qui sont les partenaires. Nous, on a vraiment pu en dériver une coopération profonde de la province. Alors, c'est une historique qu'on renforce au fur et à mesure. Non, c'est excellent. Merci encore, Zachary et John et Serge, pour vos présentations informatives. Merci à Patrick pour le travail d'interprétation, ainsi qu'à Eleanor et Amanda pour vos aides techniques. Et tous ceux qui nous ont joints aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà fait, peut-être s'enregistrer pour l'événement de la semaine prochaine. Ça va être la troisième partie. Ça va être un panel, une discussion intitulée Overcoming Barriers and Next Steps, qui va être modéré par Michelle Molnar. Elle est la directrice technique des actifs naturels, l'initiative. Et notre invité va être Serge Dupuis. Il est ici aujourd'hui. Il était un de nos présenteurs dans la première partie. On a aussi Jenna Miller, provenant de Climate Atlantic, et une spécialiste d'adaptation climatique avec le Nouveau-Brunswick. Elle va participer dans l'atelier digital, dans la quatrième partie, ainsi que l'invité spécial Gillian Hutchins, qui travaille à Fredericton. Alors, j'espère que vous pouvez vous joindre à nous. Merci encore une fois pour avoir participé aujourd'hui. Et gardez un œil ouvert pour un courriel pour les directions pour la prochaine série de webinaires. Alors, merci encore tout le monde. Passez une belle après-midi. Thanks, Charles. Bye now.